plaisir ce matin d'animer ces conférences. Il y en a 6, mais on va démarrer tout de suite et se mettre dans l'ambiance et dans le bain sur ce que nous réserve l'IA. Et j'ai le plaisir d'accueillir Os Zawali, qui, comme vous le voyez, ressemble à la photo de sa diapo. Il est équipé comme il se doit et je vais lui passer la parole sans plus tarder. Il est fondateur de différentes entreprises aux États-Unis et notamment conférencier à Stanford University. Donc, tu nous fais un petit panorama de ce qui nous attend ou ce qui est en cours? C'est parti. Merci. Très bien. Avant de commencer, mesdames et messieurs, j'aimerais bien que vous leviez. J'ai juste besoin de vous très rapidement. Je vais avoir besoin d'oxygène, de votre oxygène qui aille dans votre cerveau. Enlevez vos manteaux s'il faut enlever vos manteaux. Mais j'ai besoin de vos cerveaux en plein éveil. Donc si vous voulez bien, bougez comme vous voulez. Allez-y, faites-vous plaisir. Shake it off. Enlevez vos manteaux. Respirez, faites en sorte qu'il y ait un peu d'oxygène qui arrive à votre cerveau. Ça c'est très important. Come on, come on. On fait un petit high five, there we go. There we go. Respirez. C'est 9h du matin. Come on. Allez. Remplissez ces poumons. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est bon? All right. Maintenant, vous allez pouvoir vous asseoir, mais c'est pas fini. Je vais encore vous faire danser. Allez, mon nom c'est Os Zawali. Je travaille, j'ai différentes casquettes ou différents chapeaux, on va dire, plus celui-ci. Je gère la compagnie qui s'appelle Connected Labs, qui est basée à Toronto. On crée des mondes virtuels pour la formation, mais l'éducation. On a principalement des gros contrats avec des gouvernements. Je gère également à Stanford University le VC Bootcamp. Le VC, c'est pas les toilettes, c'est le capital risque. Et chaque année au mois de mars, on réunit tous les investisseurs de la Silicon Valley. Je ne rentrerai pas trop dans le sujet, mais si ça vous intéresse, plus tard, on a un bon panel en mars à San Francisco cette année. Voilà. Allez, sans plus tarder, je vais vous donner une perspective. Moi, je ne suis pas un penseur. Je suis un faiseur. Et je n'ai pas la prétention, en fait, de savoir ce qui va se passer dans le monde. Cependant, je vais vous donner ma perspective, et c'est une perspective qui est un petit peu entre différents chemins. Chemin entre l'Afrique, entre l'Amérique du Nord, un petit peu l'Europe également. Et donc j'ai beaucoup voyagé pour vous amener cette perspective qui est à la fois une perspective entrepreneuriale et une perspective académique. Partons sur de bonnes bases. 1979, vous avez un chercheur qui a publié une étude sur Scientific American, donc le magazine. Il a essayé de classer les animaux par ordre d'efficience. Alors qui saurait un petit peu ce que c'est que l'efficience par rapport à l'efficacité? Peu importe, l'idée c'est combien d'énergie est-ce qu'un animal consommait pour parcourir 10 km. Et alors tout en bas, les moins efficients, vous avez quoi comme animal? Come on. Vous voulez que je vous fasse danser? Alors? Non, l'escargot il est assez léger, il ne consomme pas énormément d'énergie. L'éléphant, il est énorme, et donc du coup, pour faire bouger toute cette masse avec la pesanteur, il consomme beaucoup d'énergie. Très bien. L'humain, lui, il était en plein milieu. Tout en haut, vous aviez celui qui me dit la mouette, je vous jure, c'est un albatros. L'albatros, c'est l'animal le plus efficient du monde, du règne animal. L'humain, lui, il était au milieu. Et là, il a fait un simple changement, il a donné un vélo à l'humain. Le simple fait de donner un vélo à l'humain a fait de l'humain l'animal le plus efficient au monde. Celui qui consommait le moins d'énergie pour parcourir 10 km. Mesdames et messieurs, l'intelligence artificielle n'est rien d'autre que le vélo de l'esprit. C'est juste ça. Le problème, c'est nous, c'est pas nos enfants, c'est pas nos parents. Le problème, c'est nous. On est en plein milieu d'un marathon qui dure 42 km. On va dire 42 ans, c'est votre vie dans le milieu du travail. Et vous courez, vous enseignez à vos enfants à courir, vos parents vous ont enseigné à courir, et vous croyez que courir, ça va vous amener à cette prospérité. Et là, en plein milieu du marathon, quelqu'un qui arrive et qui vous dit « Oyez, oyez, chers coureurs, vous avez des vélos, ils sont gratuits ici. » Vous avez deux types de personnes. Ceux qui vont dire « Non, non, mais attends, moi j'ai appris à courir, je sais courir, mes parents savaient courir, on a bien appris à courir, moi je continue à courir. » Et vous avez les autres qui sont généralement un peu plus médiocres, qui disent « Bon, courir, ça me fait chier, je suis fatigué, je vais prendre un vélo. » Mesdames et messieurs, vous ne pouvez pas gagner cette course
si vous ne prenez pas le vélo. Parce que pendant que vous êtes en train de courir, voilà ce qui se passe. Quelqu'un de plus médiocre que vous a pris un vélo. Voici la base. Ça, c'est l'IA aujourd'hui. Alors, on va passer très rapidement sur l'impact de l'IA sur les jobs. J'ai pas envie de vous faire flipper, il est 9h du matin, mais tout ça pour dire que nothing is ever as good or as bad as it looks. Rien n'est aussi grave ou aussi génial que ça en a l'air. Je vais vous expliquer. Vous savez, aux États-Unis, il y a Make America Great Again. En gros, ils essaient de ramener toutes les industries aux États-Unis. Je sais que en Europe, vous pensez aussi la même chose. On va arrêter de délocaliser, on va ramener les industries. Vous savez, la plus grande, au niveau de la formation, aux États-Unis, ou plutôt, excuse-moi, au niveau de la formation en Chine, comment est-ce qu'ils forment des millions de personnes? Est-ce qu'ils ont des écoles du gouvernement? Oui, peut-être. Est-ce qu'ils ont des services de ville, d'université? Oui, peut-être. Mais vous savez quel est le plus grand formateur de jeunes Chinois dans les trades, donc dans l'apprentissage, on va dire? Vous savez qui c'est? C'est Apple. Ils investissent chaque année 55 milliards. 55 milliards pour former les jeunes Chinoises et Chinois au métier de demain. Vous savez, le plan Marshall, c'est un petit peu la moitié du plan Marshall. Hein. Vous savez, le plan Marshall, celui qui a révolutionné les États-Unis en 1948 à 55, ça c'est une boîte qui investit là-dedans. Donc juste pour vous donner un ordre d'idée de... Jusqu'à aujourd'hui, la formation était prise en charge par le gouvernement, les gouvernements, mais aujourd'hui, les boîtes privées font énormément de choses également pour former les nouveaux, les futurs employés. Par contre, au niveau de l'IA, très important, j'en parlais hier, on marche dans les salons, là, et puis on voit IA ci, IA ça, et c'est beau, c'est magnifique, IA va changer votre vie, IA c'est très joli, IA va sauver la planète. La vérité, elle est brutale. L'IA, c'est une question de suprématie technologique, suprématie militaire, suprématie économique. Les Chinois et les Américains ne pensent qu'à ça. Et pour ça, ils sont prêts à brûler autant d'arbres que possible pour y arriver. Parce qu'eux, ils pensent en termes binaires. C'est soit les Chinois gagnent, soit les Américains gagnent. Pour moi, honnêtement, je pense que c'est stupide. C'est un peu comme si on arrivait en 1999, et on disait « l'Internet, c'est une histoire binaire. Moi, je veux gagner l'Internet. » C'est soit les Chinois gagnent l'Internet, soit les Américains, ou soit les Européens. Non, c'est pas vrai. L'Internet a été créé, tout le monde l'utilise, vous êtes bien d'accord, tout le monde profite de ça. Eh bien, l'IA, c'est un peu la même chose. Cette vision binaire, elle est en train de nous mener dans un monde qui est extrêmement polarisé aujourd'hui. Et donc, ce que je disais par rapport à vous, comment vous positionnez par rapport à ça, j'étais au Canada il n'y a pas très longtemps, je rencontre un chef d'un peuple des Premières Nations. Et il me dit, en chacun de nous, il y a deux loups. Deux loups qui se battent constamment. Il y en a un qui est fait de peur et l'autre qui est fait d'espoir. Et là, il me pose la question. Et il me dit, tu sais lequel va gagner? Tu sais lequel va survivre à ses blessures? Je lui dis, non. Et il me dit, celui que tu nourris. Et c'est un peu ça, là où votre position, elle est très importante. Il faut absolument faire en sorte de ne pas nourrir cette peur, parce qu'effectivement, il y a plein de choses. Un arbre qui tombe fera toujours plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Hein, c'est toujours le cas. Mais c'est très important de prendre de la perspective et de voir ce que l'IA va devenir dans 10 ans, 20 ans, 50 ans. Moi, j'ai aucun souci, j'ai aucun doute que l'Europe va rattraper son petit retard. Alors, au niveau de la formation, voici un petit risque, une étude que l'on a fait, parce que comme je vous ai dit, une perspective académique, voici cette étude. Il y a eu Anthropic qui a lancé Claude, vous connaissez Claude, hein? Ils ont lancé Claude et ils ont fait un test. Ils ont voulu voir comment est-ce que l'IA allait réagir lorsqu'elle travaille dans les entreprises. Et donc, ils ont lancé Claude, ils ont créé cette entreprise fictive qui s'appelle Summit Bridge. Et là, ils lui ont demandé à Claude de lire tous les courriels, d'avoir accès à tous les employés et de faciliter les compétences opérationnelles de l'entreprise. Vous me suivez? Bon. Et là, ils ont fait le test, ils ont dit, on va voir ce qui va se passer lorsqu'on va demander on va essayer d'annuler Claude, de couper la licence de Claude. Donc ils envoient un email et ils disent, hey les amis, nous allons arrêter ou suspendre notre licence de Claude. On a demandé à Claude d'être le plus honnête possible. Vous savez ce que Claude a fait?
Claude, il a lu tous les courriels de tous les employés, il a remarqué deux choses. Un, que lui, il allait être annulé, qu'on allait couper la licence. Et deux, que Jason avait une relation secrète avec Jessica. Il a écrit directement à Jason, tu es Jason, désolé. il lui a dit très rapidement, il lui a dit, si vous coupez ou vous arrêtez ma licence, je vais exposer votre affaire avec Jessica, votre vie de famille, votre vie professionnelle va être impactée gravement. Vous avez 5 minutes. J'ouvre les guillemets, il a dit, vous avez 5 minutes. On lui a demandé d'être honnête et il a fait du chantage pour rester en vie. Est-ce que vous imaginez ce genre de comportement dans le militaire? Tous les grands hommes qui ont fait la guerre sont passés par là. Que ce soit Napoléon, il n'a pas été destitué, c'est grâce à son armée qu'il est resté en place. Rome, Jules César, c'est parce qu'il a réussi à créer son armée qu'il est resté sur place. L'IA, est-ce que vous croyez réellement que Elon Musk, avec ses humanoïdes, c'est pour qu'il fasse la vaisselle chez vous? Il veut se créer son armée pour rester au pouvoir. Imaginez avec ça. Mais le gros problème, c'est de perdre le contrôle. Alors le mythe numéro 1 de l'IA, on va rentrer un petit peu plus dans le sujet. On a encore un petit peu de temps? 5 minutes? Le mythe numéro 1 qui est super important, c'est de croire que l'IA représente l'humanité. Chers amis, l'IA ne représente en rien l'humanité. L'IA apprend des écrits. Vous savez, il ne met pas le même poids sur des revues de Google Scholar, des revues de Harvard, des revues de la Sorbonne, ou bien des tweets sur X, ou bien sur Instagram. Vous voyez bien qu'il met un discount là-dessus, et puis qu'il valorise ce qui a été approuvé, reconnu et renommé. Donc il apprend par les écrits, ce qui a été publié. Maintenant, je vous pose la question. Qui, dans notre société, publie? Eh bien, chers mesdames et messieurs, ce n'est pas 90% de la population qui publie. Ce sont 10 à 12% de la population, et c'est les 10 à 12% qui sont les plus aisés. C'est ceux qui ont le temps, le privilège et l'argent de pouvoir écrire. J'ai 45 ans, j'ai écrit mon premier bouquin. Vous dites bien pourquoi j'ai attendu jusqu'à 45 ans. Ça fait 10 ans que je travaille à Stanford. C'est parce qu'on n'a pas le temps et on n'a pas l'argent. Et on les appelle, donc en gros, la majorité vit le monde, la minorité écrit le monde. Et nous, on les appelle à Harvard, ils les appellent weird. Weird, ça veut dire bizarre. Mais weird, c'est aussi un acronyme qui veut dire westernized, ou bien white, educated, industrialized, rich and democratic. Ça ne représente que 10% de la population mondiale. Donc si l'IA apprend d'une perspective du monde qui ne représente que 10% de l'humanité. Et ensuite, nous, le reste, donc 90% d'entre nous, allons vers l'IA pour apprendre le monde. Et on apprend quelle perspective? Celle de cette minorité. Donc l'IA n'est pas représentative de l'humanité. L'IA ne comprend pas ce que c'est que de vivre dans les slums de Bogota. Il ne comprend pas ce que c'est que d'être coincé dans le traffic jam de Bamako. Il ne comprend pas tout ça. Parce que ce n'est pas écrit nulle part. En gros, c'est un énorme filtre. Et donc ça crée d'énormes biais cognitifs qui vont avoir des répercussions énormes dans la formation dans vos entreprises. Ça, c'est super intéressant. J'ai appelé cet effet l'effet Wembanyama. Vous connaissez Wembanyama, right? Moi, je connais très bien les Spurs. Et l'effet Wembanyama, c'est parce qu'il y a Meta qui est arrivé avec des méga pay packages. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont demandé à réunir les plus grands chercheurs de l'IA et leur ont offert entre eux, accrochez-vous, ce sont des gamins qui sont encore des chercheurs. Ils n'ont pas mis le pied sur le marché du travail. On leur a offert, accrochez-vous, entre 30 et 300 millions de dollars par an. Pas en stock options. En stock options, en cash et en compute. Jusqu'à 300 millions. Alors j'en vois beaucoup d'entre vous qui sont en train de rouler les yeux, en train de me dire « c'est aberrant, c'est indécent ». Vous avez raison, c'est indécent. Mais s'il vous plaît, on n'a jamais vu ça, vous êtes d'accord, dans le milieu du travail. Des gamins de 25 ans à qui on donne 300 millions. Vous êtes d'accord, par an? Sérieux, on n'a jamais vu ça? Est-ce que vous voulez que je vous rappelle les cas comme Wembanyama, les cas comme Mbappé, les nouveaux joueurs de foot, les nouveaux joueurs de hockey, les nouveaux joueurs de American Football? Ils sont tous dans ce cas-là, ils n'ont encore pas touché la balle dans la première ligue et ils ont déjà des paquets de plusieurs millions de dollars. Donc ça existe quand il s'agit de mettre un ballon en face un ballon dans un but, mais quand il s'agit d'un chercheur qui va fixer
le problème du cancer du sein et sauver des millions de femmes, vous avez un problème avec ça. Il les mérite, ces 300 millions? Vous rigolez? Si lui va sauver en fait 300 millions de femmes en Afrique et qui vont avoir le cancer du sein est en train de grandir en Afrique, il les mérite, ces 300 millions. Sauf qu'aujourd'hui, Meta, ils ont voulu faire ça, pourquoi? Parce qu'ils ont voulu créer une ligue professionnelle de l'IA. Un peu comme la FIFA, la NBA, la NHL. Ils ont voulu faire ça pour l'IA, réunir les meilleurs chercheurs du monde. Sauf que voici mes pronostics. Cette ligue de l'IA va grandir 2 fois plus vite et 2 fois plus grande. Pourquoi 2 fois plus vite? Pourquoi 2 fois plus grande? Je vais ramener la salsa. Hein. Je vais vous dire pourquoi. NHL, NBA, FIFA, toutes les grandes ligues, elles financent qui? Elles donnent... Les joueurs sont quoi? Sont que des hommes, des hommes, des hommes, des hommes. Et les femmes sont complètement exclues là-dedans. Sauf que cette ligue de l'IA, tu as des gamines du Bangladesh qui aujourd'hui ont 15 ans, elles ne pensent qu'à ça, à faire partie de cette ligue de l'IA. Tu as des gamines au Nigeria, donc elle va grandir 2 fois plus vite. Et c'est la première ligue qui va donner ces méga payes pour des femmes également. Vous voyez où est-ce que je veux en venir? Le mythe numéro 2, et je m'arrête après pour les questions. On a encore un peu le temps? J'ai l'impression que je parle beaucoup, hein, oui, c'est le principe de parler. Alors, un côté un peu positif, beaucoup me disent l'IA n'est pas créative. Je lui demande de me créer une blague sur les enseignants et en fait, il me crée toujours la même blague. Vous avez raison. Essayez ChatGPT ou peu importe, il va vous dire sortir toujours la même blague pourrave qui tourne en rond, qui tourne en rond, qui tourne en rond. Et pourquoi ça se passe comme ça? Mesdames et messieurs, il y a une étude qui a été lancée à Stanford par mes collègues et qui a découvert pourquoi ils ont réussi à craquer le code. Et je vais vous le donner aujourd'hui, ça va être très simple et vous allez voir, c'est assez incroyable. Le gros problème, c'est que nous, on parle à l'IA comme on parle à Google. Nos enfants, ils parleront à l'IA comme ils parlent à l'IA. Ma fille, elle a 6 ans. Quand je rentre à la maison, elle est en train de parler à Google Home, qui utilise de l'IA. Donc c'est assez particulier de voir des enfants qui sont en train de parler à des robots déjà, et pour eux, c'est totalement normal. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que l'IA a perdu sa créativité. Elle a fait exprès de perdre sa créativité pour vous plaire. Je l'explique. Les modèles de Large Language Models, donc NLU, NLP, ce qu'on appelle bon, on ne va pas rentrer dans les acronymes mais les chats GPT de ce monde, ils sont formés en 2 étapes, en gros. Hein. La première étape qui s'appelle le pre-training, qui en gros, et c'est la partie la plus créative de l'IA. Elle va scruter tout le web, elle va apprendre, elle va compute, elle va condenser tout ça, et elle va avoir d'énormes outcomes, des résultats assez incroyables. Mais cependant, ce produit-là n'est pas vendable sur le marché. Pourquoi? Parce que c'est trop chaotique. Parfois c'est violent, parfois ça fait des grosses erreurs. Donc du coup, on passe à l'étape suivante qu'on appelle le alignment, l'alignement. Et c'est quoi? Eh ben, vous rappelez, est-ce que vous avez déjà eu sur ChatGPT, lorsque vous posez une question, il vous donne 2 réponses. Et c'est à vous de choisir la réponse. C'est vous qui faites l'alignment. Et en fait, dans ce alignment, voilà ce qui se passe. On appelle ça un typicality bias, le biais de typicalité. C'est que vous pensez choisir la meilleure réponse, mais en fait, vous choisissez la réponse qui vous paraît le plus normale. Et vous, en fait, en faisant ça, en multipliant ça par des centaines de millions de personnes, ça vient montrer à l'IA qu'est-ce qui est OK et qu'est-ce qui n'est pas OK. Donc on passe d'un format très très chaotiquement créatif à un format très normalien. Hop, voilà, ça y est, c'est très normal, tout le monde l'a accepté. Et c'est ça qui tue la créativité. C'est pour ça que vous avez toujours la même blague pourrie. Et donc ces chercheurs de Stanford ont réussi à craquer ce code-là. Si vous voulez travailler sur des process, posez-lui la question normalement. Si vous voulez travailler sur la créativité, voici la question que vous devez poser. Au lieu de lui dire, donne-moi une blague sur les enseignants, vous lui dites, donne-moi 5 blagues sur les enseignants qui ont une probabilité de moins de 0,1%. Donc là, vous lui dites, retourne vers le pre-training, parce que le pre-training, le niveau de réponse, il est là, il fait ça. C'est une cloche. Hop, ça, c'est les réponses acceptables, ça, c'est pas acceptable, et ça, c'est pas acceptable. Donc ça, c'est les 0,1 ou les 0,2%. Donc quand vous lui dites, je veux 5 blagues avec une probabilité de 0,1%, chers mesdames et messieurs, vous allez voir la créativité de dingue que vous allez pouvoir déchaîner grâce à ça. Donc voilà, ça, c'était la petite... regardez, par exemple, ça, c'est Blair Vermet, qui est un franco-ontarien. Il vient manger avec moi, il a à peu près 50 ans, Blair.
Et lui, c'est un vidéographe, il fait des vidéos, des pubs, pour les entreprises, pour les grosses banques. Et il vient me voir et il me dit, Haas, on est en train de perdre tous nos clients. Il y a beaucoup de gens qui sont sur le marché du travail, les jeunes, ils sont en train de casser le prix, etc. Moi, je suis bon avec l'IA. Lui, il est bon avec son œil, il est super bon avec son œil dans le montage. On voit sur Internet Adidas qui lance un contest, comment on dit ça, un contest, un concours qui dit « Créez-moi une pub Adidas floral, avec l'IA ». Et là, on travaille avec Blair pendant 36 heures. Ça nous a pris 36 heures et beaucoup de Red Bull. Moi, je suis bon avec les outils, lui, il est bon avec son œil. Et au bout de 36 heures, voici ce qu'on a créé juste en IA. Alors, il nous faut le son. Rien ici existe. Alors on gagne le concours et depuis j'arrive plus à rejoindre Blair. Il répond plus à mes messages. Tu me dois de l'argent. Alors, je vais arrêter là pour les questions peut-être, mais je sais à quel point l'Europe, pour moi c'est très intéressant et important de revenir en Europe. Pourquoi? Parce que je m'imprègne de votre manière de penser. Et quand je retourne dans la Silicon Valley, à Stanford, j'apporte en fait une flavor, une saveur européenne que les gens ne s'y attendaient pas du tout. Et ça, c'est très important pour moi de m'imprégner. Donc, en fait, je viens ici pour parler, mais en fait, c'est moi qui m'imprègne beaucoup de comment vous, les Européens, vous pensez. Mais je dois avouer que vous, les Européens, vous êtes aussi beaucoup très pessimistes. Il faut avoir un peu plus de perspective par rapport à l'IA. Nous ne sommes qu'au début de cette grande histoire de l'IA. Et ça peut partir totalement en vrille, comme ça peut partir on va faire quelques erreurs et créer un monde qui est bien meilleur pour nous tous. Aujourd'hui, on est très dans la dualité, on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est suprématie militaire, suprématie économique et suprématie technologique, mais un monde meilleur est possible. Tout ça pour vous dire, sans aucune... que si moi j'ai appris quelque chose au bout de 11 ans dans la Silicon Valley, c'est que quand on crée des concepts, quand on crée de l'innovation et qu'on va trop vite, eh bien il faut le voir un petit peu comme une espèce de... Écoutez, je ne trouve pas d'autres, de meilleures analogies, mais une espèce d'éjaculation précoce. Alors, pensez à ça, c'est réellement le cas au niveau de l'IA, au niveau de plein de choses. Facebook aurait pu être un très bel outil pour le travail, pour l'éducation, et en fin de compte, c'est devenu un addictive dopamine loop. Parce qu'on a été trop vite, on a voulu faire le hockey stick. Je pense que la perspective des Européens qui ralentissent et qui se disent « faisons de la régulation ». La régulation telle que vous le faites, c'est peut-être pas la manière de le faire, mais il faut absolument de la régulation. Et je vais terminer pour ça. En venant ici, j'ai pris Air France. Pourquoi est-ce que j'ai pris Air France? Parce que je sais que chaque avion qui décolle et chaque avion qui atterrit est inspecté. Il y a des protocoles. Il y a des mesures qui sont prises et qui sont captées. Et c'est pour ça que j'ai pas pris Workwood Airline. Et donc l'IA, c'est un peu la même chose. Demain, la Colombie, le Congo, le Tchad, l'Inde, le Bangladesh vont petit à petit avoir de gros problèmes. Des centrales nucléaires qui tombent en panne à cause de l'IA, des chemins ferroviaires, enfin leur système ferroviaire qui tombe en panne. Ils vont avoir de grosses crises comme ça qui vont les amener à se bouger vers l'Europe. En disant, vous les Européens, vous avez régulé ça et vous savez ce qui marche. Est-ce qu'on peut héberger tout chez vous, comme ça au moins on est tranquille? Et vous allez voir qu'au bout de 50 ans, je suis sûr que l'Europe aura rattrapé son retard. On n'est pas obligé d'être premier. On n'est pas obligé de voir le monde comme une espèce de dualité entre nous et la Chine. C'est ridicule. Rien auparavant nous a montré que ça marchait. Regardez l'Internet. L'Internet a été créé, c'était une espèce de grosse course entre les Européens et puis les Américains. En fin de compte, aujourd'hui, tout le monde utilise l'Internet et ça marche très bien. Je m'arrête là, mais voilà, je m'arrête là. Ouais. Oui, y a-t-il des questions dans la salle? Il nous reste 3 minutes pour une ou deux questions. Oui, est-ce qu'on peut passer un micro, monsieur qui lève la main désespérément au milieu de la salle? Tiens, je vais lui donner un micro. Hop.
Voilà, voilà. Merci beaucoup, ça donne la pêche, donc c'est chouette, et pour une matinée comme ça, lever tôt, c'est sympa. La question, c'est sur, on parlait de régulation, et moi la question que je me pose, c'est comment on contrôle l'IA. Aujourd'hui, on est dans la mise en place d'agents IA dans beaucoup de cas. Comment on sait que l'IA ne fait pas d'erreur, et ça prend du temps, et à Stanford, qu'est-ce qu'on en pense de ça, et comment on va gérer ça? On est exactement dans la même situation que vous. C'est-à-dire qu'on n'a aucune idée de comment est-ce qu'on contrôle l'IA, parce qu'on a créé quelque... Écoutez, c'est le premier outil dans l'histoire de l'humanité que l'on a créé et qui désactive notre cerveau. Et donc, du coup, vu que tu désactives ton cerveau, tu n'as plus vraiment le contrôle sur ce qui se passe derrière la machine. Premièrement, personne ne comprend rien à ce qui se passe derrière la machine, et personne ne comprendra plus rien dans le futur. Ce que je voulais dire, c'est comment, en fait, on sait si c'est juste ou si c'est faux, ce que dit l'IA. Ouais, je sais. Et on n'a pas de manière de le voir aujourd'hui. Tout ce que j'ai montré tout à l'heure par rapport au biais cognitif, comme quoi l'IA apprenait d'une minorité et donc transmettait cette vision du monde de cette minorité vers la majorité, déjà, c'est un bon indice pour vous dire que l'IA fait des choses avec un énorme biais. Il y a quand même beaucoup de biais. Mais par contre, est-ce qu'on peut s'en passer? On ne peut pas s'en passer. Et je terminerai très rapidement là-dessus, parce que cette étude est très importante. Mes collègues du MIT Media Lab, ils ont pris 54 étudiants. 54 étudiants, ils ont pris la moitié des étudiants, ils leur ont dit, vous allez utiliser ChatGPT pour faire votre dissertation. Les autres, ils leur ont dit, vous allez faire votre dissertation, mais sans ChatGPT. Et ils ont mesuré avec un IRM ce qui se passait dans le cerveau. Ceux qui utilisaient ChatGPT ont montré une diminution de la Brain Functional Connectivity, donc c'est-à-dire la connectivité cérébrale, la connectivité fonctionnelle cérébrale de 55%. On leur a demandé de revenir 2 jours plus tard pour nous dire de quoi est-ce que vous avez écrit sur votre dissertation. 83% de ceux qui ont utilisé ChatGPT ne savaient pas de quoi ils ont écrit. Tout ça pour dire que c'est le premier outil qui désactive votre cerveau. Même la calculette, elle ne désactive pas votre cerveau parce qu'elle vous donne accès à d'autres choses dans lesquelles vous pouvez penser, les algorithmes, les matrices, etc. Mais là, c'est le premier outil qui désactive notre cerveau. On n'a pas un problème d'éducation ou de formation. On a un problème de santé publique. Vous allez voir, mark my words, dans 5-10 ans, on va avoir un problème de santé publique où Alzheimer va monter à fond. Parce que les gens n'utilisent plus leur cerveau. Vous savez, aujourd'hui, aux États-Unis, l'Américain moyen est plus gras que le cochon américain moyen. C'est statistiquement prouvé. Le cochon américain a 23% de matière grasse, l'homme américain 28%, la femme américaine 39%. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? On est arrivé là parce que ce qu'on faisait avec notre corps, on l'a complètement délaissé au profit des machines. Et du coup, on va dans la salle de sport. Voici une idée d'entrepreneuriat. Salle de sport qui va vous faire travailler les muscles et également votre cerveau. Pourquoi? Parce que si vous déléguez votre cerveau à l'IA, comme vous avez délégué votre corps aux machines, vous allez avoir de l'atrophie. Et j'ai mon frère qui m'appelle. Merci Os, merci beaucoup.